Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Imaginez le palais du Quirinal, le 19 septembre 1870. Nous sommes donc sur ces hauteurs de Rome. Une foule nombreuse est rassemblée qui vient assister à un moment qu'on doit pouvoir qualifier d'historique, puisque le pape Pie IX s'apprête à sortir de sa résidence. Alors, jusque-là, rien de très historique. Après tout, il est fréquent de voir le pape quitter sa résidence pour se rendre dans les différentes basiliques majeures de la ville aux 7 collines. Seulement là, il faut bien l'admettre, cette sortie devrait rester gravée dans la mémoire de ceux qui sont présents et qui assistent à l'événement. Sur les coups de 3 heures, le carrosse du pape, le carrosse de Pie IX, entouré de toute la garde suisse, franchit les portes du palais qui se dirige vers la basilique Saint-Pierre, sous les yeux étonnés de la foule qui est là, qui observe. Et on remarque qu'en sortant de la Via del Quirinal et de la rue du Quirinal, le carrosse ne prend pas, comme il devrait le faire, à droite. Au contraire, il tourne, il bifurque sur la gauche pour aboutir à la rue des 4 Fontaines. Est-ce qu'on aurait mal informé le peuple romain? Où le pape se rend-il? Alors, il y en a qui commencent à suivre la voiture pontificale. Après tout, Pie IX est aussi le monarque de tous ces gens. Rome est le dernier territoire qui de facto obéisse encore à l'autorité papale dans ce qu'on appelle les États pontificaux, dont l'histoire extrêmement chaotique a littéralement marqué l'histoire européenne depuis des siècles. En ce lundi 19 septembre 1870, le pape, à l'encontre de l'ordre du jour, parce que inutile de vous dire que la vie pontificale est extrêmement cadencée, réglée, c'est très rythmé. Eh bien, le pape va changer ses habitudes. On suit donc cette voiture noire qui, sur ses portes, présente évidemment les armoiries, les clés de Saint-Pierre. À travers les vitres, on devine le pape. Oui, il est bien là. Il regarde d'un air maussade les rues de la ville éternelle. Ce voyage n'a rien à voir avec les déplacements habituels de sa sainteté. Ordinairement, Pie IX, évidemment, était acclamé par les Romains. On dit même qu'il y avait une claque appointée sur son passage. Viva il Papa! Mais là, il n'y a pas de viva. La voiture finit par s'arrêter devant la basilique de Sainte-Marie Majeure et on voit le pape sortir de sa voiture et disparaître dans le narthex de Sainte-Marie Majeure. Le pape prie seul devant la célèbre icône qu'on appelle Salus Populi Romani, qui représente la Vierge protectrice du peuple romain. Une icône dont il est difficile de dater l'origine, mais qu'on attribue carrément à l'évangéliste Saint Luc en personne. Et après plusieurs dizaines de minutes, on voit le pape sortir de la basilique et regagner sa voiture, et il prend le chemin d'une autre basilique, cette fois de la basilique Saint-Pierre. Et le carrosse pontifical traverse le Tibre, passe au pied du château Saint-Ange, prend la direction de Saint-Pierre et sur quelques centaines de mètres qui le séparent de la place Saint-Pierre, alors là, on peut voir la foule amassée qui observe ce spectacle. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était historique. La voiture de Pie IX entre sur la gigantesque place du Bernin, se dirige en silence vers la basilique et tous se souviendra de ce tableau parce que on ne verra plus pendant 60 ans, je dis bien pendant 60 ans, on ne verra plus aucun pape sortir de cette basilique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui. Pendant 6 décennies, les papes vont rester, si l'on ose dire, prisonniers dans cette basilique Saint-Pierre. Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Eh bien, alors là, il faudrait raconter toute l'histoire de la papauté romaine. C'est immense comme histoire. Dites-vous que depuis plus de 11 siècles, le pape n'est pas seulement, évidemment, une grande autorité spirituelle, il est aussi une autorité politique. Il y a ces fameux États pontificaux qui ont été édifiés à peu près à la moitié du 8e siècle, dans les années 750-760. C'est toute l'Italie à l'époque qui était complètement morcelée. Vous savez que c'était cette mosaïque d'entités politiques très diverses, mais il se trouve qu'il y avait au centre de cette mosaïque des États qui d'ailleurs n'ont cessé de s'accroître, qui étaient les États du pape, les États pontificaux. Et puis il y a eu
depuis le début du XIXe siècle, la volonté d'unifier l'Italie. Un sentiment qui a toujours existé, mais qui a fait son chemin dans ce début du XIXe siècle à la suite du royaume d'Italie fondé par Napoléon. Et quand le pape Pie IX est élu au pontificat en 1846, disons que lui-même n'est pas défavorable à l'unification italienne. On le voit qui bénit les combattants de l'unité italienne. Certains vont même défendre l'idée d'une unification qui pourrait se faire sous l'autorité du pape. Ils sont très nombreux à penser ça. On voit dans le pape le futur dirigeant de la fédération italienne. Et le pape ne s'y oppose pas. Il va même faire broder le ruban vert, blanc, rouge sur la bannière pontificale. Oui, sauf que rien ne se passe comme prévu. En 1848, des tensions éclatent entre le royaume de Sardaigne et l'Autriche, vous savez bien. On presse le pape de prendre position en faveur des Italiens, sauf que le pape ne veut pas intervenir dans ce conflit qui opposerait des catholiques entre eux. N'oubliez pas à quel point la couronne d'Autriche constitue une sorte de bastion, de colonne pour la catholicité. Et le pape ne veut pas se mêler de cette affaire. Et pour beaucoup d'Italiens, c'est vécu ça comme une trahison. Le principal ministre de Pie IX, d'ailleurs, est assassiné dans un palais de Rome, ce qui terrifie le pape. On voit se multiplier un peu partout des rassemblements violents, au point que le Très Saint-Père va fuir les États pontificaux qui vont devenir une république. Oh, ça, une petite république qui va pas durer longtemps, 5 mois, puisque la République française va envoyer des troupes armées pour rétablir Pie IX à Rome et dans ses États. La République française, dont le président est devenu Louis-Napoléon Bonaparte. C'est assez étonnant quand on sait que Louis-Napoléon Bonaparte se battait dans les rangs opposés quelques années plus tôt. Je n'entre pas dans ces détails. Désormais, les bonnes relations qui liaient le pape aux partisans de l'unification, c'est une histoire terminée. Le Risorgimento va se faire non seulement sans Pie IX, mais contre Pie IX, puisque maintenant, vous savez que l'unification, elle va se faire autour de la maison de Savoie. De 1859 à 1869, c'est un grand mouvement extraordinaire avec ce royaume d'Italie qui va mettre à sa tête le roi Victor Emmanuel II, qui est l'ancien duc de Savoie. Évidemment, en 1869, manquent à l'appel les États pontificaux. Pie IX a résisté au Risorgimento. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi à résister ? Parce qu'il a dans sa manche, si vous me passez l'expression, il a à son service des troupes extrêmement puissantes. Ce sont celles de l'empereur Napoléon III en personne. Napoléon III qui, par ailleurs, a aidé les Piémontais et les Sardes à faire l'unité italienne en tout cas à faire leur indépendance contre les Autrichiens. Bref. Napoléon III possède des troupes dans le Latium, en plus des zouaves pontificaux. Les zouaves pontificaux, ce sont ces catholiques de tous les pays qui forment une escadre militaire chargée de défendre le pape en cas d'attaque des armées italiennes, justement. Ils sont à peu près 10 000. On les appelle les zouaves parce que leur tenue s'inspire de celle des fameux zouaves que l'armée française développe en Afrique du Nord. Le pape est donc protégé, et comme le dit Garibaldi lui-même, la prise de Rome est impossible tant que les Français la protègent. Seulement, il va y avoir un événement qui modifie la situation. Et oui, au début du mois de septembre 1870, c'est Sedan, c'est l'effondrement militaire français et c'est la chute du Second Empire. Napoléon III abdique. Et qu'est-ce qui s'installe en France ? Un régime qu'on doit pouvoir qualifier de républicain, qui rappelle les unités militaires qui se trouvaient dans le Latium. Le pape le sait, il n'a plus de soutien, en tout cas de véritable soutien. On va voir les troupes de Victor Emmanuel II envahir les États pontificaux, il faut pas longtemps. Le 19 septembre 70, les troupes italiennes sont au pied des remparts de Rome. Vous comprenez pourquoi le pape va se réfugier dans Saint-Pierre. Gli Arredi Festivi, le grand chœur de l'acte 1 du Nabucco de Verdi. Le chœur et l'orchestre de la Scala étaient comme il se doit sous la direction de Riccardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez compris la situation. Le pape est maintenant dans une ville encerclée dans Rome, encerclée par les troupes de l'armée italienne. Et au matin du 20 septembre 70, les rues de la ville éternelle
sont assez désertes, pour tout vous dire. On se terre dans Rome. Quelques jours auparavant, le roi Victor Emmanuel II a envoyé au pape une lettre pour exhorter sa sainteté à laisser les portes de Rome ouvertes. Voici ce qu'écrivait le roi. « Je trouve inévitable et nécessaire pour assurer la sécurité de l'Italie et du Saint-Siège que mes troupes déjà en place aux frontières s'avancent pour occuper les positions indispensables pour la sécurité de votre sainteté et le maintien de l'ordre. » Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Le roi, évidemment, est soucieux, a priori, d'éviter toute violence, mais on sait aussi que le pape dispose d'un pouvoir extraordinaire, qui est un pouvoir spirituel, celui-là, qui est l'excommunication. À cheval, si l'on peut dire, entre le spirituel et le temporel, la question de l'excommunication. Après tout, Napoléon avait été excommunié au début du siècle, quand il avait envahi lui aussi les États pontificaux. La lettre de Victor Emmanuel va rester sans effet. D'autres personnes tentent de convaincre le pape de quitter la ville. On sait que l'impératrice Eugénie avait envoyé 2 navires à Civitavecchia pour que le pape puisse fuir s'il l'estimait nécessaire. Elle savait de quoi elle parlait, l'impératrice, qui avait dû fuir de son côté pour gagner l'Angleterre. Du reste, les Anglais ont proposé au pape de le déposer à l'île de Malte, où la reine Victoria lui proposait de l'héberger. Mais le pape, évidemment, n'allait pas être l'invité, l'hôte de la monarchie anglicane. Il n'avait de toute façon pas l'intention de quitter Rome, et il est dans sa basilique Saint-Pierre, avec un avenir, dans les bâtiments qui jouxtent Saint-Pierre, ai-je besoin de préciser, l'avenir est assez incertain. La question est de savoir si on va tirer sur Rome, si on va faire le siège de la ville, si on va affamer la ville peut-être. À 7h du matin, le général Cadorna, qui est l'homme qui dirige les troupes donc de cette tout jeune État du royaume d'Italie, place des canons à l'est de Rome, à quelques dizaines de mètres du mur d'Aurélien, qui a été construit par l'empereur Aurélien, comme son nom l'indique, à la fin du IIIe siècle, et qui est encore à l'époque le mur d'enceinte de Rome. Vous imaginez, 1600 ans plus tard, les Romains savaient construire. Ça, c'est évident. À 8h, les canons vont faire feu à proximité de la Porta Pia, et après 1 heure, une brèche de 30 mètres est ouverte dans le mur d'enceinte. Et des troupes vont se trouver juste derrière, sont des zouaves pontificaux, bien entendu, qui ouvrent le feu sur les troupes italiennes qui sont en train d'entrer dans cette brèche. Alors, les combats vont durer quelques minutes seulement, me direz-vous. Lorsque Pie IX apprend que des coups de feu sont tirés, il ordonne immédiatement le cessez-le-feu. Il n'est pas question que le sang coule au nom du pape. On hisse le drapeau blanc sur le château Saint-Ange, les zouaves pontificaux rendent les armes, toutes les portes du mur aurélien s'ouvrent d'un seul coup et laissent le champ libre aux unités italiennes qui, ça y est, sont dans les rues de la capitale. Je cite Yvan Gobry qui a écrit « Pie IX, le pape des tempêtes ». Le général italien avait accordé les honneurs de la guerre aux combattants de l'armée pontificale et leur avait promis un traitement honorable. De fait, ils furent libérés au bout de peu de temps, mais livrés à l'agression quotidienne de la canaille qui occupait à nouveau les rues. On vit des soldats démobilisés, insultés et maltraités et qui, échappant enfin à leurs persécuteurs, tombaient sous les balles des réfugiés piémontais. Les zouaves étaient démobilisés, rendus à leur patrie, mais un certain nombre furent jetés dans le Tibre et repêchés pour être mutilés. Bientôt, 1870 rappela 1789, un cortège promena dans les rues, fiché sur une pique, une tête de zouave encore coiffée de son képi. Dans les seules journées des 20 et 21 septembre, on compta plus de 80 de ces assassinats. Des bandes traversaient la ville en ne criant pas « Vive le roi !» mais « Abat Pie IX, mort aux prêtres !» On peut dire que Rome est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Évidemment, quand on raconte ça tranquillement dans un studio à Paris, quand on écoute ça tranquillement, je sais pas, à Bougival, on trouve les choses intéressantes. Quand on les vit, ça a dû être véritablement, pour ces zouaves pontificaux, une terreur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça faisait quand même plus d'un millénaire que les papes avaient un pouvoir temporel. Et bien voilà que le 20 septembre 1870, c'est la fin du pouvoir temporel de la papauté. Dans les faits,
Parce que, en droit, en tout cas du côté du pape, il va encore falloir bien longtemps avant que la papauté reconnaisse l'État italien et qu'à l'inverse, le royaume d'Italie accorde un statut à la papauté. Pie IX, pour l'instant, se considère comme prisonnier. C'est pour ça qu'il sort pas de l'étroit périmètre autour de Saint-Pierre. Le royaume d'Italie ne tarde pas à faire de Rome sa nouvelle capitale. Le palais du Quirinal, donc la résidence où vivait le pape, devient le palais royal, même si évidemment Victor Emmanuel II se garde bien de l'occuper. Il était de notoriété publique que le roi était excommunié, écrit Yvan Gaubry. Aussi, aucun des fonctionnaires ou presque de l'État pontifical n'accepta de troquer son vêtement de serviteur du pape contre celui de serviteur du roi d'Italie. Malgré un décret miséricordieux de la sacrée pénitencerie qui permettait aux employés romains, pour ne pas mourir de faim, de prêter le serment d'obéissance passive au nouveau pouvoir, la plupart préférèrent la misère ou de durs métiers manuels. Il y a un dévouement à la papauté, évidemment, qui fait qu'on ne peut pas servir ce pape que l'on considère comme une sorte de renégat. Le 1er novembre 70, on est donc le jour de la Toussaint, le jour de la Toussaint. Pie IX fait imprimer en Suisse une encyclique qu'il distribue, fait passer dans toutes les capitales européennes. La légitimité du pouvoir est réaffirmée, la légitimité du pouvoir temporel du Saint-Siège et notre résolution de le transmettre à nos successeurs. Voilà ce que réaffirme le pape. Nous déclarons en outre, et nous en protestons devant Dieu et devant tout l'univers catholique, que nous nous trouvons dans un tel état de captivité que nous ne pouvons exercer sûrement, facilement et librement notre suprême autorité pastorale. C'est une plainte très très forte et c'est une condamnation de ce qui est en train de se passer. À la fin de cette encyclique, Pie IX rappelle que tous ceux qui ont participé à la violation du territoire des États pontificaux seront touchés par l'excommunication majeure. Et on distribue ça partout dans les villes italiennes, avec la réponse du pouvoir royal qui ne se fait pas attendre. Les journaux officiels publient ce texte du pape en précisant « Nous publions l'encyclique du Saint-Père pour prouver à l'Unità Cattolica que le pape est tout à fait libre dans ses actes et que sa prétendue captivité n'est qu'une parade mesquine ». Pour répondre aux attaques du pape, le gouvernement italien va quand même faire officieusement recouvrir de nombreux murs de Rome de publications antipapales, pour ne pas dire anticléricales. Ah non, mais là, la lutte est vraiment devenue âpre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, la rivalité dans Rome avait de beaux jours devant elle. Durant le mois de décembre 70, le Tibre quitte brutalement son lit et inonde une partie de la ville. Le roi fait don de 20 000 francs aux Romains pour réparer les sinistres. Le pape va en offrir 100 000. Et quand le monarque apprend cela, il augmente son don personnel de 200 000 francs. Le fils aîné du roi décide de ne pas avoir la même retenue que son père et lui choisit d'aller vivre au palais du Quirinal. En janvier 71, il s'installe, il est chez lui au Quirinal, il change tout le mobilier, il occupe la chambre qu'occupait le pape quelques mois auparavant, vous imaginez. Et que fait-il de la chapelle ? Il l'a fait transformer en écurie. Et les années passent, et le conflit s'envenime. C'est tout ce qu'on appelle la question romaine. Vous savez, quand on parlait dans les chancelleries de l'époque, à la belle époque, on parlait de cette question romaine. Et à chaque fois que circule dans Rome la rumeur de la mort prochaine du pape, il y a des cris de joie chez les Italiens les plus déchaînés. Et au début de l'année 1878, ça fait donc 31 ans que Pie IX règne, oui c'est ça, c'est le plus long pontificat après celui de Saint-Pierre lui-même, c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours le cas. En janvier 78, donc, il devient évident que ce très long pontificat touche néanmoins à sa fin, la santé du pape défaille, tout le monde se prépare à accueillir la nouvelle. Au grand étonnement de tous, en ce mois de janvier 78, le roi Victor Emmanuel II est pris d'une pleurésie. Et c'est lui qui meurt en quelques jours dans ce fameux palais du Quirinal dans lequel au départ il ne voulait pas vivre. Le pape envoie son confesseur, mais la famille refuse de le recevoir, ne souhaitant pas laisser croire que les deux hommes auraient pu se réconcilier. Le mois suivant, en février 78, c'est donc au pape Pie IX de rendre l'âme
à l'âge de 85 ans, et celui qui va lui succéder, c'est Léon XIII. Alors on pourrait encore évoquer longuement cette question romaine, puisque vous savez qu'il a fallu attendre les accords de Latran, c'est-à-dire 1929, pour que les choses soient stabilisées, pour que le territoire pontifical soit définitivement fixé. Des accords du Latran qui vont permettre au pape de poser enfin ses mules papales en dehors du Vatican. Vous écoutez Radio Classique.